Bonjour à tous et content de se retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là. J'ai le plaisir d'avoir pour cette émission notre ami et rédacteur en chef François Bousquet. Bonjour Patrick. Bonsoir, bonjour François. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec ce bonjour, bonsoir, enfin bon. Et puis notre petit nouveau, qui était venu le mois dernier à l'émission du Plus d'éléments, Romain Petitjean de l'Institut Iliade, qu'on est content de recevoir une deuxième fois. Alors on va faire un retour en arrière, on a un peu triché là, on revient 40 ans plus tard parce que sur ce débat perpétuel, il y a 40 ans, je pensais que cette notion était finie, c'était la notion de blanc. De race blanche. La race blanche existe-t-elle? Dans les années 80, Guillaume Fay, on avait remis dans cet excellent numéro qui est introuvable, qui est un peu collector, les 40 ans, on avait mis les meilleurs textes d'éléments à l'époque, et Guillaume Fay nous expliquait que la notion de race blanche n'existait pas, qu'il n'y avait pas de monde blanc, il n'y avait qu'une construction qui était l'Occident, une construction idéologique, et qu'elle n'avait aucune construction culturelle et économique. Nous revenons aujourd'hui à la publication d'un livre remarquable, c'est pour ça qu'on parle, c'est ce petit livre qui est paru il y a un mois à peu près, Le privilège blanc, qui veut faire la peau des Européens, par Georges Giscard. Alors actuellement, mon cher François, les choses ont changé, cette construction idéologique vient cette fois-ci nous accuser d'être blancs. Avant, c'était nous qui avions construit cette race blanche. Cette fois-ci, c'est comme on dit, c'est l'ennemi qui nous désigne. C'est nous les Blancs et on est coupables. Ah oui, c'est un retour en boomerang surprenant de la question raciale qui avait été refoulée. Elle a été refoulée pendant un demi-siècle, pas seulement par les droites, surtout par les gauches. Après la guerre de 45, les races disparaissent des écrans radars. On rentre dans des sociétés de plus en plus antiracistes, de plus en plus indifférenciées, avec un fantasme de société post-raciale, donc de créolisation universelle. Les grands auteurs à la mode dans les campus américains, il y a 15 à 20 ans, c'était tous les auteurs des Caraïbes, donc les auteurs créoles, les Édouard Glissant et les autres, qui annonçaient le tout monde. Et tout d'un coup, subitement, depuis 10 ans, moins de 10 ans, parce que ça commence au tout début, aux premières années de 2010, avec des émeutes raciales en 2013-2014 aux États-Unis, subitement, la question raciale ressurgit. Elle était jusque-là renvoyée sur la périphérie et dans certains campus universitaires, dans les départements de la théorie critique de la race. Et tout d'un coup, nous ne parlons plus que de la race, sous un mode valorisant pour les minorités, en l'occurrence la minorité noire, et bien sûr sous un mode dépréciatif pour les blancs. Et sur les blancs, c'est une stigmate, la question de la race, et ça s'est fixé, ça s'est cristallisé autour de cette notion de privilège blanc. Alors évidemment, c'est le sujet de Georges Giscard dans son livre, puisque c'est un livre écrit très fouillé, très documenté, où il y a un pullulement d'exemples, c'est sidérant les cas qu'il a recensés de délire sur le privilège blanc, mais surtout il fait une généalogie de ce privilège blanc, et on se rend compte que ça travaille l'âme américaine depuis un demi-siècle en fait, mais on ne le voyait pas. Parce qu'en fait, il explique bien, c'est que à partir du moment où il y a le mouvement des droits civiques, il y a des gens qui vont commencer à réfléchir sur ce fameux privilège blanc qui existe. Il y a des avantages chez les Blancs. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, on accuse les Blancs dans leur généralité, alors que déjà à l'époque, il y avait une différence entre les États-Unis d'un côté et l'Europe. L'Europe était homogène, avait peu de migration dans les années 60. C'est un de nos drames spécifiques à l'Europe. C'est qu'on importe des pathologies paranoïaques, persécutrices, que c'est un délire de persécution, ce privilège blanc vu par les minorités noires, dans une histoire spécifiquement américaine, celle de l'esclavage, celle des plantations. Il faut savoir que les jazzmen américains, quand ils venaient à Paris, c'était la liberté pour eux. C'était la liberté, ils pouvaient aller au restaurant et aller dans des clubs jouer sans aucun problème. Tout l'existentialisme est porté par des jazzmen. L'entre-deux-guerres, il y a quantité de grosses fortunes américaines, certes, femmes qui viennent en France, mais Baker mais 10 autres de Noirs qui vivent en France. Donc mais c'est la même chose pour toute l'Europe. Or, on importe des pathologies qui sont spécifiquement américaines, américano-centrées. On les importe. Et vous parliez des droits civiques. J'ai rencontré assez longuement à Paris un auteur, un journaliste qui a travaillé sur les droits civiques américains. C'est
c'est un moment central, puisque à l'époque des droits civiques, on commence à mettre sur pied tout un appareil législatif qui va déboucher sur la discrimination positive. Mais la discrimination positive, c'est là où le privilège blanc, et je dirais un mot avant de céder la parole à Romain sur cette notion de privilège blanc, contenait son avers qu'on n'avait pas vu il y a 50 ans. C'est qu'elle s'assortit d'une discrimination négative. C'est-à-dire qu'on confère des droits supérieurs aux Noirs, dans l'accès au travail, dans l'accès aux bourses universitaires, dans l'accès aux clubs de sport. Mais le privilège blanc retranche. Donc c'est une illustration négative exercée à l'encontre des Blancs. Un mot simplement sur cette notion de privilège blanc. Elle part du principe qu'on peut être antiraciste et raciste. C'est-à-dire que, admettons que je sois un militant un fondateur de SOS Racisme, ce qui n'est vraiment pas le cas pour ce qui me concerne, mais peu importe, eh bien je suis inconsciemment raciste. Parce que la société me privilégie, parce que la société européenne, américaine, a été construite autour d'un ensemble de normes sociales, culturelles, symboliques, qui facilitent la vie des Blancs. Et dans laquelle, si c'est une société, les Noirs ou les minorités sont discriminés de fait, mais même par angélisme. C'est-à-dire que je le redis, je peux être progressiste, antiraciste, et pourtant porteur de ce privilège blanc qu'il faut déconstruire. Alors c'est un autre chapitre, on en viendra après. On en parlera après, parce qu'il y a la fameuse consultante américaine Robin DiAngelo, qu'il faut citer, elle est extraordinaire. Ses propos sont extraordinaires. Romain, pourquoi l'Institut Iliade s'est intéressé, en tout cas, à publier ce livre Il faut faire un état clinique, et c'est ce que fait le livre de ce mouvement woke qui arrive dans l'université française. Donc c'est un rouleau compresseur. Et le gros avantage de ce livre et de Georges Giscard, c'est qu'il accepte la lecture raciale du wokisme. Et il répond pied à pied, sans se détourner. Il aurait pu faire un chemin de traverse en disant chez nous c'est l'assimilation, etc. Non, pas du tout. La République dit ok, vous voulez parler de race, on va en parler, et il montre effectivement l'absurdité des 26 privilèges blancs, et il montre aussi, je peux être raciste en étant antiraciste, la schizophrénie de l'endroit où c'est né, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, une société multiraciale, multiraciste, une société schizophrène, et tout ça, nous qui sommes malheureusement en train de devenir des fois une espèce de dominion. Grosso modo, dans les années 60, les États-Unis, c'est l'Afrique du Sud. Dans les États du Sud, il y a une séparation. Et donc, il faut voir l'état des États-Unis d'Amérique et où ce wokisme est né. Et c'est un phénomène, moi, ce qui me choque, qui est justement complètement schizophrène. Le wokisme, à la base, c'est quelque chose d'assez positif. C'est le réveil, c'est l'éveil. Donc c'est un mouvement qu'on ne peut que saluer, celui de l'éveil de la personnalité, ou de la communauté, ou du peuple. Et en même temps, le moteur, c'est évidemment la jalousie et le ressentiment face alors ce que nous, à l'Institut Iliade, nous appelons les Européens, parce que nous préférons parler de la civilisation européenne, effectivement, plutôt qu'un monde blanc qui correspond à une espèce d'Occident, à une construction. Beaucoup de ressentiment, beaucoup de jalousie. Et effectivement, ils se rendent compte, tous ces tenants du wokisme, que même le wokisme, c'est les Blancs qui l'ont inventé, que même l'universalisme, c'est les Blancs qui l'ont inventé, que même on a même inventé le Wakanda. On a inventé tout leur univers mental, évidemment. Alors, peut-être pour nos éditeurs, le Wakanda, c'est le royaume rêvé, royaume fictif et mythique. Parce qu'on a tous les peuples du monde ont besoin de mythes pour avancer. Mais c'est d'autant plus facile qu'on le fait sur la terre de ses pères. Donc, pour ces Noirs américains ou ces Noirs européens, tout cela aurait du sens s'ils le faisaient en Afrique. Simplement, ils le font au milieu d'une société américaine totalement folle et schizophrène, et par faiblesse intellectuelle, toute l'université française accepte ce mouvement sans le remettre une seule fois en cause. Dans le même temps, ce wokisme déroule, le rouleau compresseur du wokisme déroule, profitant de la culpabilisation des Européens et des Blancs, qui passent leur vie à battre leur coulpe en expliquant qu'ils sont coupables de tout. C'est l'expression « bab tout fragile » dans la cour de récréation de nos enfants. Nos enfants ont accepté le fait d'être le fragile dans la cour d'école. Et je pense que l'intérêt de ce bouquin, et il faut tirer le fil jusqu'au bout, il faut montrer que les woke,
cette fierté noire, elle est tout aussi fragile. Nous avons les Baptous fragiles, mais eux, c'est les Bantous fragiles. Parce qu'ils passent leur temps à être jaloux dans leur ressentiment, à se plaindre d'un pansement qui n'est pas à la bonne couleur. Donc tout cela est absolument ridicule et ils n'arrivent pas, et le livre le montre bien, à tirer les conséquences de ce que c'est que ce manque de place dans le monde. C'est ça qui est fascinant, je trouve. François, il y a des gens qui vont jouer un rôle très important dans cette histoire, c'est les féminismes. Oui. Alors, ce n'est pas les féministes des années 70 qui voulaient brûler leur soutien-gorge, c'est un nouveau féminisme parce qu'il y a, dans les années 60, chez les Noirs, ils se méfient du féminisme blanc parce qu'il y a même une thèse très intéressante et très marrante qui disent qu'en fait les féminismes ont voulu être l'égal de l'homme parce que le jour où l'esclavage a été interdit aux États-Unis et que, soi-disant, l'homme noir allait devenir l'équivalent de l'homme blanc dans les droits, la femme s'est retrouvée en disant « mais un homme noir risque d'avoir plus de droits que moi, femme blanche ». Et donc, il demande d'avoir les mêmes droits. Et donc, ce féminisme-là ne va pas plaire aux Noirs. Et donc, il y a un féministe qui dit il faut que ça soit ce qu'on a appelé l'idée d'intersectionnalité. Oui, l'intersectionnalité, et là ça devient important, c'est au cœur. C'est au cœur, mais les Noirs ont été injustes avec les féministes. Un mot sur un écrivain fantastique, noir, de polar, Chester Himes, qui a pénétré comme aucun l'âme américaine. Il dit que les deux personnages centraux de l'âme américaine depuis 50 ans, c'est l'homme noir, le mâle, pas la femelle noire, et la femelle blanche. C'est les termes de Chester Himes. Les États-Unis sont un couple malade entre le noir et la blanche. Et ce couple malade entre le noir et la blanche s'est noué autour de cette question de l'intersectionnalité, qui est une sorte de statut victimaire au carré, de statut victimaire au cube, ou puissance 4 ou puissance 5. C'est-à-dire que si vous êtes femme, vous êtes victime. S'il se trouve qu'en plus vous êtes femme noire, vous êtes 2 fois victime. Mais si vous êtes femme noire obèse, vous êtes 3 fois victime. Si vous êtes femme noire obèse handicapée, parce qu'il y a le validisme aujourd'hui, le validisme est aussi... il y a des études sur le validisme qui se rattachent à ce courant du wokisme. Et moi, il y a eu une alliance de fait paradoxale qui s'est nouée entre les féministes et les Afro-Américains, qui s'est nouée en France entre les féministes, on le voit avec Caroline de Haas ou d'autres osaient le féminisme, dès lors qu'il y a du harcèlement, dès lors que les femmes, on l'a vu avec les viols il y a 3-4 ans, lors de la Saint-Sylvestre en Allemagne et dans toute l'Europe, dès lors que des minorités, en l'occurrence syriennes ou des migrants, harcèlent des femmes, eh bien, ça n'est pas un problème. Il faut qu'on élargisse les trottoirs de la chapelle Pujol. Et c'est une nouvelle clientèle la gauche morale hors sol qui a abandonné le peuple et qui choisit parmi les minorités. Exact. Et donc ça participe de ce phénomène de clientélisme politique. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est Peggy McIntosh, j'en parle dans le numéro d'Éléments, qui a théorisé les 26 privilèges blancs, qui sont une pure foutaise. C'est une fille de famille née en Nouvelle-Angleterre. On est au cœur des familles aristocratiques et patricienne américaine. Elle a fait l'annonce de mariage dans le carnet mondain du New York Times. On est vraiment au cœur de ce que Christopher Lasch appelait la révolte des élites. Ils se sont révoltés, cette élite blanche s'est révoltée contre la classe ouvrière, la classe moyenne blanche. Et elle a fait alliance, elle a ses bonnes œuvres. La bonne action de Marie Chantal, c'était de donner un petit peu d'argent le dimanche au sortir de la messe à tel ou tel pauvre. La bonne action de cette bourgeoisie blanche américaine, c'est de se prendre d'engouement pour les minorités. Dont elle se solidarise au nom de la convergence des luttes, pour rebondir sur ce que vous disiez, cette notion d'intersectionnalité. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous pointiez. Il y a une maladie spécifiquement américaine. C'est une maladie religieuse, une maladie puritaine. Parce qu'il y a beaucoup de travaux sur le wokisme et le privilège blanc qui montrent que c'est un protestantisme sans la foi, que c'est un calvinisme sans la foi. La théorie calviniste, on l'oublie, nous d'origine de tradition catholique, et même de tradition luthérienne, parce que le luthérianisme n'est pas le calvinisme. C'est qu'il y a une prédestination, vous êtes prédestiné au bien, vous êtes prédestiné au mal, sans retour. En tant que blanc, je suis prédestiné au mal, sans retour. En tant que noir, dans la perspective du privilège blanc, je suis prédestiné, conditionné pour ça. Je ne peux pas en sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il y a vraiment une dimension religieuse qui nous échappe.
qui est au cœur de ça. La culpabilité, certes, on la voit autour de nous, mais pas à la dimension américaine. Hein. On n'en est pas. Alors, il y a une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. La France est entre les deux. À l'Euro, les joueurs français ne se sont pas agenouillés. Et Dieu sait si nous avons une majorité de joueurs noirs qui ont voulu qu'on s'agenouille. Hein. Mais en Angleterre, tous s'agenouillent. Hein. Proximité avec l'Amérique, peut-être que les sectes puritaines, protestantes, beaucoup ont vu le jour en Angleterre avant d'aller en Nouvelle-Angleterre, donc traverser l'Atlantique. Hein. Cette dimension religieuse est pathologique. Hein. C'est qu'on veut purifier le corps social d'éléments pathogènes. Alors c'est le blanc. Ça va très loin. On a chez nous Rokhaya Diallo, mais c'est une petite joueuse à côté d'une consultante américaine qui s'appelle Robin DiAngelo. Et Georges Giscard donne le début de sa prose, et c'est quand même magnifique. Elle affirme, alors je pense, on n'a pas d'image, je pense qu'elle est noire. Non, elle est blanche. Elle est blanche. Voilà. C'est romain, tous les théoriciens elle est blanche. Sont blancs. Voilà. C'est les communistes, c'est ça le paradoxe à l'américaine. Oui, j'aurais dû vérifier. Elle affirme que même les blancs qui admettent leurs privilèges et se font les chantres de l'antiracisme et ne déconstruiraient pas réellement leurs privilèges blancs, ils resteraient paternalistes, affirmant ainsi en creux leur supériorité en prétendant comprendre les souffrances des Noirs. Alors qu'en réalité, leurs privilèges les en empêchent. Impossible d'échapper aux privilèges blancs. Le déconstruire est le travail d'une vie. Pour DiAngelo, les blancs devraient cesser de dire « je ne suis pas raciste ». Ils le sont tous. De fait, ouais. Il y a un bouquin d'une historienne noire américaine, afro-américaine. De toute façon, quoi qu'on dise, on est coupable. On est coupable. Doctrine calviniste. Nous sommes coupables. Quoi que nous fassions, nous sommes coupables. Alors qu'il n'y a pas de solution de sortie dans l'absolu. Alors si, la solution de sortie, mais ce n'en est pas une, c'est les relapses, c'est la trahison, c'est tous ces blancs comme DiAngelo, sauf à ma part, c'est elle qui a écrit le bouquin White Fragility, qui est un nouveau concept parce qu'ils ont une capacité verbomotrice à inventer des concepts du matin au soir. C'est les femmes savantes de Molière, c'est Bélise et Philaminte. Hein. Maintenant, il y a un concept qui arrive en France, c'est la fragilité blanche. Hein. Nous sommes décrétés fragiles parce que nous ne supportons pas d'être renvoyés à notre privilège blanc. Et il me semble que Robin DiAngelo, qui est aussi une consultante, alors elle est à la fois prof, consultante, elle dit tout et son contraire. Autre grand trait du wokisme, c'est tout et le contraire de tout. C'est d'une incohérence fantastique. Hein. La déconstruction a révoqué le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est le cœur de la philosophie européenne. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une chose et son contraire. Hein. On doit être simplement. On peut pas être une femme et un homme. On est soit une femme, soit un homme. Mais c'est une rupture, ce mouvement. Et je pense que nous, et je parle au nom de l'Institut Iliade et du travail que nous faisons, il ne faut pas tomber justement dans l'hystérie du wokisme ou de la question raciale. Il ne faut jamais être extrémiste, il faut être radical, c'est-à-dire approfondir ce que nous sommes, donc être fier de ce que nous sommes, de nos racines, etc. Et ça sera la meilleure réponse à toute cette hystérie, cette schizophrénie ambiante. Ceci dit, il y a un signal faible, c'est que le mouvement wokiste veut reparler de race, et d'ethnie et de peuple. Très bien, parlons-en et remettons la race et l'importance de la filiation ethnique dans ce que peut faire un peuple, de ce que peut faire une nation, de l'identité qui est le socle de la cité. C'est un livre qu'on a sorti précédemment dans la collection Cartouche. Très bien, parlons-en, mais n'en parlons pas dans des termes de frustrés ou hystériques comme veulent faire les wokistes américains. Parlons-en comme le socle de la cité qui est notre appartenance raciale et ethnique, l'affiliation ethnique, qui n'est pas tout. Il ne faut pas essentialiser les choses comme veulent le faire les wokistes, mais qui est un ingrédient que justement les républicains assimilationnistes, les universalistes tentaient d'occulter. Donc, il faut voir en toute chose le côté positif de ce mouvement. Il a une part salutaire, je pense, pour l'Europe. Alors, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est au milieu de la culture. Et dans le livre, on parle du fameux Black Wasting. C'est-à-dire qu'on donne des rôles de blancs à des noirs, et pas le contraire. On a pu voir là que l'English Touring Opera a limogé plus de 14 musiciens qui avaient plus de 20 ans de travail dans cet orchestre pour avoir un respect de la diversité.
Là, on commence à rentrer dans le dur. Oui, il y a une purge qui est faite, il y a une purification. Alors, qui est faite. Dans les milieux artistiques, on aurait presque envie d'en rire parce que ces gens-là étaient souvent très antiracistes, comme on dit. Oui, mais vous voyez le Lac des Cygnes, ou Casse-Noisette, enfin tous les grands ballets sont présumés être des ballets conçus pour les Blancs, par les Blancs, mais de fait, c'est ce qu'ils sont historiquement. Je veux dire. Il y a une photo assez incroyable d'un photographe américain woke qui s'amuse à mettre des noirs dans la peau des héroïnes Disney qui viennent... Ces histoires viennent elles-mêmes du fond des âges de la culture européenne, de Grimm, de Perrault qui les avait transmis. Et notamment une Cendrillon noire dans une famille blanche. Ça s'appelle une esclave. C'est au temps des champs de coton. Donc ils sont constamment pris à leur propre piège. Et sur ce phénomène-là, je m'amuse, je m'amuse. Oui, je m'amuse à le lire et en même temps c'est très intéressant. Il y a un site qui s'appelle Negro News, un réseau social qui réunit des millions de Noirs francophones, africains et d'Europe. Et ils discutent beaucoup de ce phénomène de wokisme, d'excuse. Et la communauté noire est tout de même assez partagée. Elle est assez partagée, comme la communauté blanche, d'une certaine façon. Il y a ceux qui ont une conception du monde enracinée, identitaire, c'est-à-dire on ne peut vivre sereinement et sainement que les pieds dans la terre et la tête dans le ciel, et ceux qui appartiennent à cette espèce de magma interchangeable. Qu'est le wokisme ? En aucune façon, le wokisme nous parle de ce qu'est une race, une identité, un peuple. Il nous parle de ce fourre-tout qu'est la grande consommation. Pour rester sur cette question, parce que c'est une dimension qui est centrale aussi dans la question du wokisme, du privilège blanc. Il y a une dissidente nord-coréenne qui est aux États-Unis depuis 1 an ou 2, qui a quitté la Corée du Nord. Enfin, c'est dur de quitter la Corée du Nord, c'est comme de quitter la RDA, vous exposez à du tir de carabine. Elle a traversé le désert de Gobi. Le désert de Gobi, c'est quelque chose. Seule, l'Atlantique, pour arriver à New York. Et à New York, qu'est-ce qu'elle se rend compte ? C'est que les États-Unis sont pires que la Corée du Nord. Il y a une dimension ubuesque. Vous évoquiez la question de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que moi, blanc, je ne peux pas jouer Othello. Moi, blanc, je ne peux pas interpréter les Danaïdes dans Les Suppliantes d'Eschyle. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, Omar Sy, je peux jouer Arsène Lupin. L'inverse n'est pas concevable. Il y a une dimension complètement bouffonne, complètement ubuesque. Je m'étais à une époque beaucoup intéressé à la révolution culturelle en 66 en Chine, où on a traqué les mandarins, où les élèves menaçaient, houspillaient, agressaient leurs professeurs. On voit la même chose aux États-Unis. Il faut toujours se rappeler ce mot fameux de Marx au début du coup d'État du 18 Brumaire. C'est que l'histoire recommence toujours 2 fois, une fois en tragédie, une fois en farce, mais maintenant c'est une 3e fois en farce et attrape. Ils sont pris à un piège de bouffonnerie, de dérision, ça devient ridicule. C'est pas possible que ça s'éternise. Même si de fait, vous avez raison, il y a un macartisme forcené, mais c'est une poussée de fièvre. On peut imaginer qu'elle va retomber, surtout si on se défend. Ouais, vous avez raison de voir que cette Coréenne a été étonnée, parce que même les Chinois ont un mot pour qualifier les Blancs progressistes qui cherchent à étaler leur vertu morale. Ils les nomment les Beizuo, ce qui signifie gauche blanche ou progressiste blanc, arrogant, condescendant, s'estimant moralement supérieur et à ce titre à même de donner des leçons à la terre entière. Le Beizuo est l'archétype du bobo métrosexuel à trottinette électrique qui se programme de gauche sans être particulièrement militant. C'est-à-dire que les Chinois, je ne parle pas des Japonais qui n'osent rien dire, se moquent de nous. Mais nous sommes ridicules. On relève du théâtre. J'ose même pas imaginer les Indiens qui ne doivent même pas comprendre de quoi on parle. Il y a en France l'équivalent, il y a une pianiste qui s'appelle Zhang Zhang, talentueuse et qui a le droit de parler puisqu'elle n'est pas blanche et elle s'offusque, elle montre tout le ridicule de la situation. Cette femme est formidable. Et juste un mot pour dire la gravité de tout ce dont on parle. On en rigole, mais c'est grave. C'est-à-dire que nous, dans les formations Iliade qui s'adressent aux 18-21 ans, nous avons des personnes qui font face
au rouleau compresseur du wokisme dans leur école, dans leur famille, dans la rue. Et donc, on essaye, nous, de leur donner quelques cartouches pour se défendre, mais les pauvres gamins qui n'ont pas la chance de se former, ils sont ratatinés par le rouleau compresseur. Et la responsabilité des élites, notamment universitaires, bon, les politiques, on sait comment ils sont, ils s'adaptent, mais la responsabilité de l'université, qui a tout lâché, est incroyable. Et c'est à nous de leur conférer... Parce que, en fait, c'est un magma de choses. Si on s'intéresse, c'est ce que Giscard montre, c'est à la croisée de tellement de délires universitaires, un post-marxisme, de la déconstruction, la French Theory. Tout ça est une soupe d'où va sortir la notion de privilège blanc. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est que depuis une quarantaine d'années, les Nord-Américains travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent les politiques de reconnaissance, toujours destinées aux minorités. Parce que les minorités ne sont pas reconnues, indiennes, blanches, obèses, féministes. Donc on travaille pour leur conférer un statut symbolique, pour qu'elles aient un idéal du moi qui se développe. Or c'est nous aujourd'hui. C'est le petit blanc, expression atroce. Elle est atroce, cette expression des petits blancs. Nous devons la récuser. Nous devons la récuser, puisque si les grands sont noirs, les blancs sont petits. Je veux dire, même là, la dissymétrie, la symétrie est visible. Donc il y a un racisme qui s'exerce à l'encontre de ça. Cela étant dit, les jeunes gens qui évoquent Romain, que je croise à l'Institut parce que j'y donne des formations, à la librairie parce qu'elle s'adresse à des jeunes gens, on voit qu'ils sont en souffrance. Alors les gens qu'on voit, c'est des militants. Ils se sont réarmés, reconstruits, mais ils n'ont plus de statut. Ils ne sont pas reconnus. Vermeuren, Pierre Vermeuren, magnifique écrivain, magnifique professeur, a publié dans le Figaro il y a un mois un papier délirant. Il y a en France 7 millions d'hommes qui sont désocialisés. On n'en parle jamais. Chaque année, il y a 200 000 garçons qui sortent du système scolaire. Vous vous rendez compte, chaque année, en 5 ans, c'est 1 million. En 10 ans, c'est 2 millions. On n'en parle jamais. Donc, de fait, le pauvre, blanc, jeune, n'a aucun statut. Donc, c'est à nous, éléments, nous Iliade, nous Nouvelle Librairie, nous TV Liberté, de travailler pour redonner un statut à ces gens-là, leur redonner une légitime fierté, puisque c'était le sang des nations depuis la nuit des temps. Ils sont sortis des écrans radars. En France, 7 millions d'hommes sortis des écrans radars. L'écran radar, c'est la pyramide des oppressions. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'y avez pas, vous n'existez pas. Ok, voilà, on a fait le tour et donc je vous conseille, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, Le privilège blanc qui veut la peau des Européens. C'est vraiment lumineux et c'est un beau résumé de ce qui se passe et de notre monde de barge en ce moment. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 mois. Bonjour chez vous.